Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour voir ensemble des mystères qui sont insolites, dont on n'aura jamais vraiment la réponse, parfois des mystères horrifiques. On aura plein de styles divers et variés. J'espère que ça vous plaira. On va aborder des mystères qui parfois sont assez vieux ou alors dont il y a très peu d'images d'archives. J'ai fait au mieux pour vous illustrer un petit peu le contexte, mais malheureusement, on n'a pas grand chose. C'est comme ça va plutôt être une vidéo qui s'écoute plus qu'on ne regarde, donc n'hésitez pas à faire autre chose à côté. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram AkenTV que je vous affiche juste ici. Et si maintenant vous êtes prêts, on est parti pour voir ensemble nos différents mystères. Dans la nuit du 13 février 1021, le calife fatimide Al-Hakim bi Harmala quitte le Caire pour l'une de ses sorties nocturnes dont il a pris l'habitude dans les dernières années de son règne. Il n'avance pas dans la parade d'un souverain entouré d'une garde imposante. À ce moment-là, il a déjà abandonné une partie des signes extérieurs du pouvoir. Il porte des vêtements simples, voyage sur un âne et se rend vers les collines du Moukatam, au sud-est de la ville, dans une forme de retrait qui intrigue déjà son entourage. Cette nuit-là, il part avec seulement 2 accompagnateurs. Puis, au fil du trajet, il se retrouve seul, et après cela, plus personne ne le revoit. Au moment de sa disparition, Al-Hakim n'est pas un prince secondaire ni un souverain en bout de course. Il dirige l'un des états les plus puissants du monde méditerranéen. Le califat fatimide s'étend alors de l'Afrique du Nord jusqu'à la Syrie, avec le Caire pour centre politique, économique et religieux. Al-Hakim est né en 985 et monte sur le trône en 996 à l'âge de 11 ans. Il est le premier calife fatimide, né en Égypte, ce qui lui donne une place particulière dans l'histoire de la dynastie. Au début, comme souvent pour un enfant placé à la tête d'un empire, le pouvoir réel se concentre entre les mains de militaires et d'hommes de cour qui entendent gouverner à sa place. Mais cette situation ne dure pas. Une fois adolescent, Al-Hakim commence à écarter brutalement ceux qui le contrôlent. Très tôt, son règne prend donc une forme personnelle, autoritaire, instable et de plus en plus imprévisible. C'est ce mélange qui rend le personnage si difficile à cerner. D'un côté, Al-Hakim apparaît comme un souverain capable de patronner le savoir, de faire prospérer la vie intellectuelle du Caire et d'encourager des domaines comme la médecine ou l'astronomie. De l'autre, il accumule des décisions qui les aliènent une partie considérable de ses sujets. Il fait exécuter des proches et des conseillers pour des marques de déloyauté parfois minimes. Il multiplie les édits étranges, parfois contradictoires, qu'il promulgue, retire puis rétablit. Il frappe plusieurs groupes religieux à l'intérieur même de son empire, persécute des chrétiens, des juifs et des musulmans sunnites et ordonne la destruction de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, décision qui choque bien au-delà de son propre territoire. À la fin, il a accumulé assez d'ennemis pour que presque chaque faction importante du régime puisse avoir une raison de vouloir sa chute. Il y a aussi une autre transformation plus personnelle qui compte énormément dans cette affaire. Dans les dernières années de sa vie, Al-Hakim semble se détacher du pouvoir tel qu'il l'exerçait auparavant. Il adopte des habits plus austères, il préfère un âne à un cheval de prestige, il s'isole davantage. Ses sorties nocturnes dans les collines deviennent régulières. Cela ne signifie pas qu'il a cessé d'être dangereux ou autoritaire, mais cela donne l'image d'un homme qui se retire partiellement de la représentation royale classique comme s'il cherchait autre chose que la simple gestion du pouvoir quotidien. C'est précisément ce détail qui rendra plus tard certaines théories possibles, parce qu'au moment où il disparaît, Al-Hakim n'est pas seulement un tyran entouré d'ennemis, c'est aussi un souverain devenu plus solitaire, plus difficile à lire et moins attaché qu'avant à son rôle public. La nuit de sa disparition est connue dans ses grandes lignes. Alors qu'il se trouve sur une route, un groupe d'hommes de la tribu des Banu Qurra l'approche, vraisemblablement pour solliciter de l'argent. Al-Hakim, qui peut se montrer généreux de manière imprévisible, envoie l'un de ses serviteurs avec certains d'entre eux vers le trésor. Peu après, il renvoie aussi son dernier accompagnateur. Il poursuit donc seul sa route dans l'obscurité des collines. Ce choix est important. Il signifie qu'au moment décisif, il ne reste plus aucun témoin direct auprès de lui. La disparition d'un souverain aussi puissant ne se produit pas au milieu d'un cortège, elle se produit dans un moment de retrait, presque de vulnérabilité volontaire. Au palais, son absence ne provoque pas immédiatement une crise. Al-Hakim a déjà l'habitude de s'éclipser pour de courtes périodes, mais quand les heures deviennent des jours, l'inquiétude monte. Une recherche est organisée. Les hommes envoyés sur ses traces découvrent d'abord son âne, blessé à la patte avant par une arme tranchante, incapable de marcher. Ce détail écarte déjà l'idée d'une simple disparition sans incident. Quelque chose de violent s'est produit. Les recherches se poursuivent. À proximité d'un point d'eau à l'est de Hulvan, on retrouve ensuite ses vêtements, percés de plusieurs coups de type dague. Pourtant, ces vêtements ne portent pas de sang visible et surtout ils sont encore boutonnés. Le contraste est étrange. D'un côté, tout suggère une agression,
De l'autre, la scène ne ressemble pas à une lutte désordonnée, et au centre de tout cela, il manque l'essentiel. Le corps. Al-Hakim n'est pas retrouvé. À partir de là, le mystère s'ouvre réellement. Si le cadavre avait été découvert, l'affaire aurait peut-être rejoint la longue liste des assassinats politiques du Moyen-Âge. Si aucun indice n'avait été trouvé, on aurait pu parler d'une disparition pure et simple. Mais ici, on a des traces matérielles, et ces traces vont dans des directions contradictoires. L'âne blessé et les vêtements percés orientent vers un meurtre. L'absence de sang et l'état des habits compliquent cette lecture. Cela laisse imaginer soit une mise en scène, soit un déplacement du corps, soit une scène volontairement brouillée pour empêcher toute reconstruction claire. Quoi qu'il en soit, ceux qui ont agi ont réussi une chose, faire disparaître le calife sans laisser derrière eux un dénouement net. La première hypothèse, et la plus forte, est celle d'un coup de palais. Elle repose moins sur une preuve unique que sur un faisceau de motifs, de circonstances et de bénéficiaires. Au centre de cette lecture se trouve sa demi-sœur, Sitt al-Mouk. Intelligente, riche, politiquement redoutable, elle entretient avec Al-Hakim une relation tendue. Elle s'oppose à ses politiques les plus erratiques et peut voir en lui une menace directe pour la stabilité de la dynastie. Lui, de son côté, se montre méfiant à son égard, jaloux de son influence et hostile à sa place dans l'appareil du pouvoir. La crise s'aggrave encore lorsque la question de la succession devient brûlante. En 1013, Al-Hakim désigne comme héritier un parent plus éloigné au lieu de son propre fils, Ali. Ce choix rompt avec ce qu'attend une partie du régime. Pour Sitt al-Mouk, cela représente non seulement une faute politique, mais aussi un danger immédiat. En protégeant le jeune Ali et sa mère, elle se place de fait contre la volonté du calife. Dès lors, le conflit privé devient un conflit dynastique. Ce qui renforce cette hypothèse, c'est ce qui se passe juste après la disparition. Sitt al-Mouk agit avec une rapidité remarquable. Elle sécurise des soutiens parmi les officiers et les responsables de cour, fait monter son neveu Ali sur le trône, prend la régence et s'impose de fait à la tête de l'empire. Elle élimine aussi l'héritier que son frère avait choisi. Puis, elle inverse rapidement une partie des politiques les plus contestées d'Al-Hakim, notamment celles qui concernaient les discriminations religieuses. En politique, la vitesse d'exécution ne prouve pas à elle seule la culpabilité, mais ici, elle compte énormément. Plus un acteur profite immédiatement d'une disparition aussi sensible, plus il devient difficile de l'écarter du tableau. Sitt al-Mouk avait les moyens, le motif et le bénéfice. C'est pour cela que beaucoup voient en elle la principale responsable d'un assassinat organisé. Cette thèse a aussi l'avantage de coller au contexte général du règne. Al-Hakim avait accumulé suffisamment d'hostilité pour qu'un complot soit plausible. Il avait heurté des groupes religieux, humilié des élites, semé la peur chez les courtisans et créé une instabilité constante. Dans un régime aussi tendu, la disparition d'un souverain peut devenir la solution la plus nette pour ceux qui veulent sauver l'État, protéger leur position ou empêcher une succession qu'ils jugent inacceptable. Le meurtre politique n'aurait donc rien d'exceptionnel dans son principe. Ce qui est exceptionnel, c'est la manière dont il a été couvert. Mais cette hypothèse n'est pas la seule. Une autre lecture soutient qu'Al-Hakim a pu quitter le pouvoir volontairement. Elle s'appuie sur son évolution finale, sa vie plus austère, ses vêtements de laine, ses habitudes nocturnes, son éloignement partiel des codes royaux, son rapport plus ascétique au monde. Vu sous cet angle, sa disparition ne serait pas celle d'un homme surpris par un assassin, mais celle d'un souverain qui aurait choisi d'abandonner son identité de calife. Cette idée a une force réelle parce qu'elle s'appuie sur des comportements observables, mais elle se heurte immédiatement à deux difficultés majeures: l'âne blessé et les vêtements frappés à l'arme blanche. Ces éléments sont difficiles à concilier avec une simple abdication secrète, sauf à supposer que quelqu'un ait ensuite maquillé la scène. Cela reste possible, mais plus compliqué. Une troisième hypothèse paraît plus banale, mais elle mérite d'être évoquée. L'agression par des bandits ou des opportunistes qui n'auraient pas su, dans l'obscurité, qu'ils avaient affaire au maître de l'Empire. Al-Hakim voyage alors sobrement, presque sans escorte, sur un âne, dans une zone où un homme seul peut être attaqué. Ici, sa mort ne serait pas le résultat d'un vaste complot, mais d'une violence ordinaire. Là encore, l'idée n'est pas absurde. Le Moyen-Âge est plein de morts sans prestige, même parmi les puissants lorsqu'ils se déplacent dans de mauvaises conditions. Mais cette théorie souffre de la même faiblesse que beaucoup d'explications simples. Elle rend mal compte du contexte politique, du moment choisi et de la réorganisation immédiate du pouvoir. Quand un souverain aussi sensible disparaît justement au milieu d'une crise dynastique, l'explication la plus neutre devient naturellement moins convaincante. Il faut ajouter à cela une dimension religieuse essentielle. Pour une partie des fidèles, Al-Hakim n'est pas seulement un souverain disparu. Sa disparition devient un événement spirituel. L'absence de corps permet toutes les prolongations. Un homme mort, retrouvé dans une fosse ferme, un récit. Un homme disparu sans cadavre laisse la porte ouverte à d'autres interprétations. C'est précisément cette absence qui autorise, pour certains, l'idée qu'il ne serait pas mort comme les autres.
Même quand l'histoire politique penche vers l'assassinat, l'histoire religieuse garde donc une marge pour une lecture différente de sa fin. Au fond, ce qui rend l'affaire Al-Hakim aussi forte, c'est qu'elle superpose plusieurs niveaux de mystère. Il y a d'abord le mystère matériel, que s'est-il exactement passé dans les collines cette nuit-là? Il y a ensuite le mystère politique, qui a donné l'ordre, si ordre il y a eu, et comment l'opération a-t-elle été menée? Et il y a enfin le mystère de l'homme lui-même. Al-Hakim était un souverain contradictoire, capable d'encourager le savoir tout en gouvernant par la peur, capable d'idées absurdes comme de décisions lourdes de conséquences historiques, capable enfin de se montrer à la fois omnipotent et presque retiré du monde dans ces derniers temps. Sa disparition prolonge exactement cette contradiction. Même absent, il reste difficile à saisir. Ce qu'on sait avec certitude tient donc en peu de choses. En 1021, Al-Hakim quitte le Caire de nuit. Il poursuit sur sa route, son âne est retrouvé blessé, ses vêtements percés, son corps, lui, n'apparaît jamais. Puis sa demi-sœur prend le contrôle de la succession avec une efficacité immédiate. Tout le reste se situe entre reconstruction logique, rivalité de cour et récit élaboré après coup. C'est pour cela que l'affaire n'a jamais été refermée complètement. La solution la plus probable est celle d'un assassinat politique. Mais l'absence du corps empêche la certitude absolue. Et tant que cette certitude manque, Al-Hakim reste ce qu'il a déjà été de son vivant. Une figure de pouvoir impossible à réduire à une seule et même lecture. En décembre 1457, dans une petite juridiction de Bourgogne, un drame bouleverse toute une communauté. Une truie et ses 6 porcelets s'en prennent à un garçon de 5 ans. Malgré l'intervention des habitants, l'enfant meurt. Pour un regard moderne, ce qui suit paraît presque impossible à croire. Les animaux ne sont pas immédiatement abattus, ils sont arrêtés, placés en détention et l'affaire est renvoyée devant un juge comme s'il s'agissait d'un crime commis par des accusés humains. Pour comprendre ce qui se passe, il faut repartir du quotidien. Au XVe siècle, les porcs ne vivent pas à l'écart des hommes comme dans un élevage moderne. Ils circulent souvent dans l'espace du village. Ils représentent de la richesse, de la nourriture, un capital concret pour les foyers. Mais ils sont aussi grands, lourds, imprévisibles et ils évoluent au contact direct des habitants. Dans un tel cadre, l'idée qu'un enfant laissé sans surveillance puisse être attaqué par un porc n'a rien d'invraisemblable pour les contemporains. L'attaque est atroce, mais elle entre dans une réalité connue. Ce qui distingue l'affaire, ce n'est donc pas seulement la violence du fait, c'est la manière dont la société choisit d'y répondre. Les animaux sont donc emprisonnés avec leurs propriétaires. Un mois plus tard, ils comparaissent devant le tribunal. La procédure reprend les formes d'un vrai procès pénal. Il y a plusieurs juristes dans la salle. Le dossier mentionne 2 représentants de l'accusation et, fait plus troublant encore, un défenseur chargé de parler pour les porcs. 9 témoins sont entendus. On ne se contente pas de constater qu'il y a eu mort d'enfant et qu'un animal est impliqué. On cherche à établir des rôles, à distinguer les responsabilités, à savoir qui a fait quoi. Sur ce point, les témoignages convergent assez clairement concernant la mère. La truie est décrite comme l'agresseur principal. C'est elle qui porte l'essentiel de la charge criminelle. Pour les porcelets, en revanche, le dossier devient beaucoup moins net. Ils ont été vus couverts de sang, ce qui les rend immédiatement suspects. Mais aucun témoin n'a réellement vu l'un d'eux accomplir un acte précis contre l'enfant. On rapporte aussi qu'ils poussaient des cris pendant l'attaque. Reste à savoir ce que ces cris signifiaient. Est-ce qu'ils accompagnaient l'agression? Est-ce qu'ils réagissaient simplement à la scène? Personne n'est capable de le prouver et c'est précisément cette incertitude qui fait basculer l'affaire. Après consultation du droit coutumier local, le juge prononce une décision séparée. La truie est reconnue coupable et condamnée à être pendue par les parts arrière, forme d'exécution alors pratiquée dans la région pour ce type d'affaires. Les porcelets, eux, sont acquittés. Le raisonnement retenu est frappant parce qu'il ressemble à une logique pénale que l'on associerait beaucoup plus facilement à des humains. Le tribunal tient compte de leur jeune âge, de l'influence de leur mère et surtout de l'absence de preuves directes contre eux. Il va même jusqu'à admettre que leurs cris ont pu ne pas être un encouragement à la violence, mais une réaction différente, éventuellement compatissante. En clair, le tribunal ne juge pas un bloc indistinct d'animaux, il hiérarchise les responsabilités. Et l'affaire ne s'arrête pas là. Après le verdict, le propriétaire des porcelets se retrouve face à un choix. Le juge accepte de lui restituer les jeunes animaux, mais à une condition. Il doit répondre de leur bonne conduite à l'avenir. Autrement dit, il doit se porter garant. Il refuse, il abandonne formellement ses droits sur eux, considérant qu'il ne veut pas assumer le risque lié à des bêtes désormais marquées par ce crime. Les porcelets, bien qu'acquittés, deviennent alors des biens vacants, juridiquement innocents mais socialement souillés. Ils sont finalement confiés à une femme de haut rang prête à les prendre sous sa responsabilité. Cette scène finale est importante parce qu'elle montre qu'un acquittement ne suffit pas forcément à effacer la trace du drame.
Ce procès dit quelque chose de très précis sur le fonctionnement mental et juridique du monde médiéval. Il serait facile de le réduire à une absurdité. En réalité, la logique de l'époque est plus rigoureuse qu'elle n'en a l'air. Une société qui vit au contact permanent des animaux peut difficilement traiter une attaque mortelle comme un simple accident sans forme. Il faut désigner une faute, fixer une réponse et rétablir un ordre visible. Le tribunal ne se contente donc pas d'éliminer une bête dangereuse, il transforme un fait brutal en affaire de justice. Il donne à la communauté une procédure, des témoins, une audience, une sentence et donc un cadre intelligible. Dans cette logique, l'animal domestique n'est pas perçu comme une pure machine vivante. Il vit au milieu des hommes, dépend d'eux, menace parfois leur sécurité et peut être traité comme un membre perturbateur de la communauté. C'est pour cela que les juridictions laïques peuvent juger des porcs, des chevaux, des bœufs ou des ânes impliqués dans des atteintes directes aux personnes. À côté de cela, les juridictions ecclésiastiques s'occupent d'autres types de coupables, des groupes entiers de nuisibles comme les rats, les sauterelles ou les insectes ravageurs lorsque leurs actions menacent les récoltes ou la survie du groupe. Dans un cas, on juge un animal identifié, dans l'autre, on tente de repousser spirituellement une menace collective. L'affaire de la truie de 1457 n'est donc pas une anomalie totale, elle s'inscrit dans une tradition plus large de procès d'animaux qui traverse l'Europe pendant des siècles, du XIIIe au XVIIIe siècle, et ce qui la rend si forte, c'est qu'elle montre jusqu'où cette logique peut aller. Le juge ne prononce pas une vengeance aveugle, il s'efforce de distinguer l'auteur principal, les participants possibles, les circonstances atténuantes, la question de la preuve et même la part d'influence exercée par la mère sur ses petits. Autrement dit, le tribunal transpose aux bêtes des catégories élaborées pour les hommes. Derrière cela, il y a aussi une préoccupation religieuse et sociale plus large. Dans un monde chrétien médiéval, l'ordre du monde n'est pas pensé comme neutre. Chaque être a sa place. L'homme domine l'animal. Quand un porc tue un enfant, il ne se produit pas seulement un drame domestique, il se produit une rupture visible d'un ordre jugé normal. Le procès sert alors à rendre public la restauration de cet ordre. La peine infligée à la truie n'est pas seulement punitive, elle est aussi démonstrative. Elle rappelle que l'autorité humaine doit reprendre le dessus et qu'un propriétaire doit répondre des bêtes qu'il laisse circuler. Il y a enfin une dimension très concrète. Voir une truie exécutée publiquement après une procédure complète agit comme un avertissement. Ce message s'adresse moins aux porcs qu'aux éleveurs. Il dit en substance, vos animaux relèvent de votre responsabilité et si leur violence détruit une vie humaine, la sanction sera visible, coûteuse, humiliante et irréversible. Le droit médiéval n'est donc pas seulement en train de juger une bête, il est aussi en train d'encadrer la communauté tout entière. Avec le temps, ce type de procès disparaît. À l'époque des Lumières, les animaux sont de plus en plus pensés comme des êtres sans véritable responsabilité morale propre, ce qui ferme progressivement la porte des tribunaux à ce genre d'accusés. Mais en 1457, cette évolution n'existe pas encore. Ce que les habitants voient, eux, c'est un enfant mort, une bête identifiée et un monde qui exige une réponse lisible. Le tribunal leur donne cette réponse, il condamne la mère, il acquitte les petits, il impose des conditions aux propriétaires et il transforme une scène de violence brute en décision de justice. Ce qui rend ce dossier aussi marquant aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'idée d'un porc jugé comme un criminel, c'est plutôt le sérieux de toute la mécanique autour. Arrestation, détention, témoins, avocats, examen des faits, distinction entre les accusés puis verdict partagé, et enfin, conséquences civiles après le jugement. Tout cela donne à l'affaire une densité qui dépasse largement le simple détail insolite. On est face à une société qui refuse de laisser un drame sans forme et qui pousse sa logique judiciaire jusqu'à inclure des animaux dans l'ordre du tribunal. Au début des années 1870, le sud-est du Kansas est un territoire encore brut. Les terres viennent d'être ouvertes à la colonisation, les fermes sont dispersées sur des kilomètres, les routes sont longues et un voyageur peut rouler pendant des heures sans croiser autre chose que de l'herbe, de la boue et quelques cabanes isolées. L'Osage Trail sert de grand axe de passage. Des colons, des commerçants, des hommes seuls avec un peu d'argent, des familles en déplacement, tout ce monde circule par là. Dans un décor pareil, disparaître n'a rien d'impossible. Il suffit d'un mauvais arrêt, d'une mauvaise rencontre, d'un endroit trop éloigné des autres, et plus personne ne sait exactement ce qui s'est passé. C'est dans ce contexte qu'apparaît la famille Bender. En apparence, il s'agit d'une famille d'aubergistes installés au bord de la piste. Une petite exploitation, une cabane en bois, quelques provisions, un coin pour manger, un endroit où passer la nuit. Pour un voyageur fatigué, c'est exactement le genre d'endroit où l'on s'arrête sans trop réfléchir. Mais derrière cette façade, tout est trouble. Les 4 membres du groupe se présentent comme une famille d'origine allemande, mais leur véritable nom, leurs origines exactes et même leurs liens de parenté ne sont pas clairement établis.
Le nom Bender lui-même semble très probablement être un faux nom. Ce qui se présente comme un foyer ordinaire ressemble en réalité beaucoup plus à une association criminelle construite pour inspirer la confiance. Le plus âgé, John Bender Sr., est décrit comme un homme massif, brutal, taciturne, avec un tempérament lourd et agressif. Sa femme, Elvira, inspire elle aussi un fort malaise aux voisins. Elle se montre dure, inquiétante et traîne déjà une réputation sinistre. Les deux plus jeunes sont d'une autre nature. John Jr. paraît moins menaçant au premier abord. Il parle bien anglais, même avec un accent, et donne parfois l'impression d'un homme étrange mais pas forcément dangereux. Quant à Kate Bender, elle est le véritable visage public du groupe. Elle est jeune, belle, intelligente, à l'aise avec les gens et surtout capable d'attirer l'attention. Dans la région, elle se fait connaître comme guérisseuse, médium et conférencière spirit. Elle distribue des prospectus, promet de retrouver des objets perdus, de communiquer avec les morts, de soigner certains maux par l'imposition des mains. Elle fait parler d'elle, intrigue, attire les curieux et surtout inspire assez de confiance pour pousser des inconnus à s'attarder. C'est là que le mécanisme se met en place. La cabane des Bender n'est pas organisée comme une simple auberge. L'intérieur est modifié pour tuer. La pièce unique est coupée en deux par une grande toile épaisse suspendue à une corde. Devant, on trouve la partie visible, le petit commerce, la table, le repas, l'accueil. Derrière, l'espace privé du groupe, mais surtout une zone cachée depuis laquelle on peut frapper sans être vu. Le système est précis. Quand Kate repère un homme seul, assez à l'aise pour payer, assez isolé pour qu'on ne s'inquiète pas immédiatement de sa disparition, elle l'amène à rester. On lui sert un repas, on lui réserve une place précise à table, dos à la toile. Ce n'est pas une marque d'honneur, c'est la meilleure position pour le tuer. Pendant que le voyageur mange, discute, baisse sa garde, l'un des hommes se place derrière la séparation. Au moment choisi, il abat un marteau sur l'arrière du crâne. Le coup doit être rapide, puissant, définitif ou presque. Ensuite, le corps bascule dans une trappe dissimulée sous ou près de la chaise. En quelques secondes, le mort disparaît de la pièce principale. Il tombe dans une cave de pierre creusée sous la cabane. Là, on le dépouille de son argent, de ses papiers, de tout ce qui a de la valeur. Plus tard, sous couvert de la nuit, le corps est transporté dehors et enterré dans le verger ou le potager, juste au nord de la maison. Tout est pensé pour faire disparaître l'homme avant qu'un autre client n'arrive, avant qu'un voisin n'entre, avant qu'un détail ne mette quelqu'un mal à l'aise. Pendant près de 2 ans, ce système fonctionne. Le plus glaçant dans cette affaire, c'est le choix des victimes. Les Bender ne s'attaquent pas d'abord à des figures connues ou à des habitants puissants. Ils visent des voyageurs de passage, des hommes seuls, parfois éloignés de chez eux de plusieurs États, parfois déjà engagés dans un trajet long et mal documenté. Sur la frontière, une disparition peut mettre des semaines à produire un vrai doute. Et même quand l'inquiétude commence, il est facile d'imaginer une attaque sur la route, un accident, un départ vers une autre destination, ou simplement un homme qui a décidé de continuer plus loin sans prévenir personne. C'est ce qui permet à la famille de tuer pendant longtemps sans être immédiatement démasqué. Le nombre réel de victimes n'est pas totalement certain, mais on parle d'au moins une dizaine de morts, probablement davantage. L'affaire bascule à cause d'une erreur. À l'hiver 1872, un veuf récent nommé George Newton voyage avec sa petite fille, Marie-Anne, âgée d'environ 18 mois. Lui aussi disparaît. Cette fois, quelqu'un s'inquiète vraiment. Un médecin nommé William York, qui connaissait l'homme, se met à chercher sa trace au printemps 1873. Son enquête le mène sur l'Osage Trail, puis jusqu'à l'auberge des Bender. Là, il disparaît à son tour. Et cette fois, les Bender viennent de franchir une limite qu'ils n'auraient jamais dû approcher. William York n'est pas un anonyme perdu sur la piste. C'est un homme connu, et surtout son frère, Alexander York, est colonel et sénateur de l'État du Kansas. À partir de ce moment-là, la disparition ne peut plus être étouffée comme les autres. Alexander York reprend le parcours de son frère et arrive lui-même chez les Bender. La famille tente son jeu habituel. Elle reconnaît le passage de William York, puis affirme qu'il est reparti. Elle suggère une attaque sur la route, ou n'importe quelle autre explication commode. Kate va même jusqu'à proposer une séance de spiritisme pour entrer en contact avec le disparu. C'est une manière de reprendre la main sur la situation, de garder l'initiative, et peut-être de faire revenir York dans de meilleures conditions pour le transformer à son tour en victime. Mais Alexander York ne se laisse pas prendre. Il ressort de la maison avec une forte suspicion. Cette suspicion s'aggrave encore lorsqu'il apprend qu'une autre voyageuse a récemment fui l'endroit après avoir été menacée au couteau par Elvira. À partir de là, le doute devient presque une certitude. La tension monte dans tout le secteur.
Les disparitions commencent à former un motif. Une réunion publique est organisée. Les habitants décident qu'il faut obtenir un mandat et fouiller toutes les propriétés du secteur. Ce détail est important. Les Bender assistent eux-mêmes à cette réunion. Ils s'assoient parmi leurs voisins pendant que tout le monde organise la perquisition qui, si elle a lieu, révélera forcément les corps enterrés dans leur jardin. C'est leur dernière tentative pour paraître innocents, mais ils comprennent aussi que la situation est perdue. Dans les jours qui suivent, ils prennent ce qu'ils peuvent emporter, abandonnent la ferme et disparaissent dans la nuit. Leur fuite est découverte peu après, quand on remarque que les animaux ne sont plus nourris et que l'auberge est silencieuse. Le mauvais temps retarde la fouille officielle, ce qui leur offre une avance précieuse. Quand les hommes entrent enfin dans la cabane au début de mai 1873, l'odeur est forte et la scène confirme immédiatement que quelque chose d'horrible s'est passé ici. Une trappe clouée sous un lit mène à la cave. Elle est vide de corps, mais le sol est saturé de sang séché. À l'extérieur, dans le verger et le potager, la terre semble fraîchement remuée. Très vite, les premiers corps sont retrouvés. D'abord celui de William York, puis d'autres. Au total, les fouilles mettent au jour au moins une dizaine de victimes, parmi lesquelles George Newton et sa petite-fille. L'affaire devient aussitôt un scandale national. Des journaux de tout le pays s'emparent de l'histoire. La petite auberge isolée du Kansas devient la maison des horreurs de la frontière américaine. Et pourtant, le plus troublant vient après. Malgré la découverte des tombes, malgré la vague de presse, malgré la chasse lancée dans plusieurs directions, les Bender ne sont jamais retrouvés avec certitude. Leur chariot abandonné est repéré à une douzaine de miles au nord, puis la piste s'arrête. Le gouverneur du Kansas offre une récompense importante. Des arrestations ont lieu dans les années suivantes. Certains suspects avouent, puis se révèlent être des imposteurs. D'autres sont extradés, puis innocentés faute de preuves. Rien ne permet de refermer l'affaire. Deux grands scénarios restent alors en concurrence. Le premier, c'est qu'ils aient simplement réussi à fuir, à changer de nom, à se séparer, puis à recommencer ailleurs ou à disparaître dans l'immensité du territoire américain. Le second, c'est qu'ils aient été rattrapés très vite par un groupe de voisins ou de justiciers locaux, puis exécutés en secret sans qu'aucun document officiel ne vienne l'établir. Aucune de ces deux hypothèses n'a jamais été prouvée. C'est ce qui donne à la famille Bender sa place à part dans l'histoire américaine. On ne parle pas seulement d'une série de meurtres, on parle d'un groupe dont l'identité réelle est floue, qui a transformé une cabane en machine à tuer, qui a exploité la solitude de la frontière, puis a réussi à disparaître au moment exact où tout allait être découvert. Les corps ont été retrouvés, la méthode a été comprise, la maison a été fouillée et le piège exposé, mais ceux qui l'avaient conçu se sont volatilisés avant que la justice ne mette la main sur eux. Et c'est pour ça que plus de 150 ans plus tard, l'affaire reste ouverte dans l'imaginaire. On sait très bien ce qu'ils ont fait, on ne sait toujours pas avec certitude qui ils étaient vraiment, ni comment leur histoire s'est terminée. À la fin de l'année 1809, l'Europe est encore prise dans les guerres napoléoniennes. Benjamin Bathurst a 25 ans. Il est diplomate britannique, bien introduit, déjà expérimenté malgré son jeune âge. Il vient de quitter Vienne, où il a tenté sans succès de rapprocher l'Autriche de la Grande-Bretagne contre Napoléon. L'Autriche a été battue, le continent est instable, les routes sont dangereuses, et Bathurst est persuadé qu'il peut être surveillé. Pour rentrer en Angleterre, il voyage sous un faux nom, déguisé en simple marchand avec l'idée de remonter vers Hambourg, puis de reprendre la mer. Ce n'est pas un trajet ordinaire, il traverse un espace saturé de soldats dispersés, de bandits, de contrôles et de rumeurs. Le 25 novembre 1809, son équipage s'arrête à Perleberg, en Prusse, au White Swan Inn. Bathurst dîne avec son courrier, un homme nommé Krauss, pendant que l'on prépare des chevaux frais pour repartir. Il ne veut pas s'attarder. Il a choisi de voyager de nuit pour dissimuler au maximum son passage. Tout indique qu'il est tendu, prudent, attentif aux moindres mouvements autour de l'auberge et de la cour. Vers 21h, alors que la voiture est prête sous la lumière des lanternes, il enfile son lourd manteau fourré et sort. Des témoins le voient marcher vers l'avant de son attelage, probablement pour vérifier les chevaux ou parler au cocher. Quelques instants plus tard, quand Krauss ressort à son tour, Benjamin Bathurst n'est plus là. Il n'est ni dans la cour, ni à côté des chevaux, ni sur la route immédiate. Il a disparu en quelques secondes. C'est ce point qui rend l'affaire si forte. Bathurst ne disparaît pas au milieu d'une forêt, sur une route isolée ou pendant plusieurs heures sans témoin. Il disparaît dans un lieu banal, à un moment très bref, entre l'intérieur d'une auberge et une cour encore occupée. Un instant, il est visible, l'instant d'après, il n'y a plus rien. Au début, son absence n'entraîne pas immédiatement une panique générale.
En Prusse, dans le chaos de l'époque, un voyageur disparu peut passer pour un incident de route parmi d'autres. Mais tout change quand les autorités locales comprennent qu'il ne s'agit pas d'un simple marchand, mais d'un diplomate britannique. Dès le lendemain, les recherches commencent sérieusement. On fouille la ville, on traîne la rivière, on cherche autour de Perleberg la moindre trace du disparu. Très vite, des indices apparaissent, mais ils compliquent plus qu'ils n'éclairent. Le manteau fourré de Bathurst est retrouvé caché dans une écurie derrière une maison appartenant à un employé de l'auberge. 2 semaines plus tard, son pantalon est découvert dans un bois voisin. À l'intérieur, on trouve encore des papiers, notamment une lettre destinée à sa femme. Le plus troublant, ce sont les trous dans le tissu. Il donne l'impression que des coups de feu ont pu être tirés à travers le vêtement, mais il n'y a pas de traces de sang. Cela fait penser à une mise en scène, comme si quelqu'un avait voulu faire croire à une attaque violente après avoir déjà retiré les habits. Le dossier se concentre alors sur un membre du personnel, Auguste Schmidt. Il est arrêté parce qu'il est en possession du manteau, mais aucun corps n'est retrouvé. Aucune arme décisive non plus, et il finit par être relâché, faute de preuves suffisantes. L'affaire prend aussitôt une dimension diplomatique. La femme de Bathurst se rend elle-même en Prusse pour obtenir des réponses. Elle va jusqu'à rencontrer Napoléon afin de savoir s'il a connaissance du sort de son mari. Napoléon nie toute implication française. Officiellement, aucune preuve n'a jamais montré que des agents français avaient capturé ou fait tuer Bathurst. Le roi de Prusse et le gouvernement britannique offrent des récompenses pour toute information utile, mais les mois passent sans résultat. À l'hiver 1809, Benjamin Bathurst a déjà cessé d'être un homme recherché sur une scène de crime précise, il est devenu un disparu sans conclusion. À partir de là, plusieurs explications apparaissent. La plus simple est aussi celle qui tient le mieux sur le plan concret. Bathurst voyage avec de l'argent, des vêtements de valeur, des effets personnels notables, dans une région appauvrie par la guerre. Il se déplace sous une fausse identité, ce qui le rend moins protégé qu'un diplomate voyageant ouvertement sous couverture officielle. Dans cette lecture, il aurait quitté un instant la zone éclairée de l'auberge, aurait été attiré ou saisi dans l'ombre, puis tué rapidement par des voleurs ou par des hommes de l'entourage de l'auberge. Le fait que ces vêtements aient été retrouvés séparément, le comportement suspect de certains employés et la disparition définitive du corps vont tous dans ce sens. C'est une explication sobre, mais elle correspond assez bien à ce que l'on a réellement sous la main. La théorie d'une opération française a longtemps fasciné l'opinion. Bathurst travaillait contre Napoléon. Il traversait l'Europe à un moment extrêmement tendu. Pour beaucoup, l'idée d'un enlèvement politique semblait logique. Des journaux britanniques accusent alors bruyamment les espions français. Pourtant, malgré les démarches, les demandes officielles et la chute ultérieure de Napoléon, aucune preuve concrète n'est jamais venue confirmer cette version. Même si elle donne à l'affaire une portée géopolitique spectaculaire, elle repose surtout sur le contexte et sur la position de Bathurst, pas sur des éléments matériels décisifs. Une autre hypothèse imagine un effondrement psychologique. Les témoignages le décrivent dans ces derniers jours comme extrêmement anxieux, presque paranoïaque à l'idée d'être suivi. La lettre retrouvée dans son pantalon aurait eu un ton désordonné et désespéré. Certains ont donc envisagé qu'il ait saisi l'occasion pour fuir, se cacher ou abandonner sa mission. Une rumeur tardive parle même d'un Anglais non identifié aperçu dans un port de la Baltique avant d'embarquer pour la Suède. Mais là encore, rien n'est solide. Rien ne prouve qu'il ait volontairement quitté sa vie et surtout cette théorie explique mal la présence du manteau caché, du pantalon abandonné et de la scène brouillée autour de ses vêtements. Des années plus tard, en 1852, un squelette est découvert sous le seuil d'un bâtiment voisin avec le crâne fendu par un coup violent. Beaucoup pensent alors que Bathurst a enfin été retrouvé, mais aucune vérification sérieuse n'est possible et les éléments ne sont pas conservés comme ils auraient dû l'être. Là encore, le dossier s'ouvre puis se referme aussitôt. Il y a assez pour relancer le mystère, pas assez pour le résoudre. Au fond, l'affaire Benjamin Bathurst tient en une scène extrêmement courte et en une suite d'indices imparfaits. Un diplomate britannique tendu, voyageant sous un faux nom, une auberge prussienne, une cour éclairée, un aller-retour de quelques secondes, puis plus rien. Ensuite, des vêtements retrouvés séparément, une arrestation sans suite, des accusations politiques certes jamais prouvées, puis des rumeurs, un possible squelette retardif mais toujours aucune certitude. Ce qui rend cette disparition si troublante, ce n'est pas seulement qu'un homme se soit volatilisé, c'est qu'il se soit volatilisé dans un espace ordinaire, devant des gens, sans bruit et qu'après plus de 2 siècles, on soit encore réduit à choisir entre plusieurs explications incomplètes. La plus probable reste celle d'un meurtre opportuniste commis sur place. Mais tant que le corps n'est pas identifié avec certitude et qu'aucun responsable n'est établi, Benjamin Bathurst reste l'un de ces disparus que l'histoire n'a jamais réussi à récupérer. Au XIXe siècle, un manuscrit étrange réapparaît en Hongrie parmi les livres donnés à l'Académie hongroise des sciences.
Il ne porte ni auteur certain, ni titre d'origine clairement établi, ni explication solide sur son parcours avant d'entrer dans une collection savante. On sait seulement qu'il est associé à la ville de Rohunk, aujourd'hui Rechnitz en Autriche, et qu'à partir de ce moment, il devient l'un des manuscrits les plus déroutants d'Europe centrale. Parce qu'à l'intérieur, rien ne ressemble à un texte ordinaire. Le codex est de petite taille, relié comme un livre ancien relativement modeste, mais son contenu est immense. Il compte 448 pages de papier, avec sur chaque page entre 9 et 14 lignes d'une écriture inconnue. Le texte semble se lire de droite à gauche, et entre ces lignes apparaissent 87 illustrations montrant des scènes religieuses, militaires ou rituelles. Ce qui trouble immédiatement les chercheurs, c'est le mélange des symboles figurés. On y voit des croix chrétiennes, des croissants islamiques et d'autres motifs qui semblent renvoyer à des traditions différentes. Le manuscrit donne donc dès le départ une impression très particulière. Il a l'apparence d'un livre structuré, ordonné, cohérent, mais rien dans son écriture ne permet de le rattacher facilement à une langue connue. Le système graphique lui-même est au cœur du problème. On ne parle pas ici d'un simple alphabet inconnu avec 20 ou 30 lettres. Le Rohunk Codex contient près de 800 signes distincts. C'est beaucoup trop pour un alphabet classique. Certains caractères reviennent souvent, d'autres apparaissent rarement. Cela écarte l'idée d'une écriture banale et pousse immédiatement vers deux grandes possibilités. Soit il s'agit d'un système de code très complexe, avec des signes qui représentent plus que de simples sons, soit il s'agit d'une écriture construite selon une logique encore non identifiée, peut-être liée à une langue artificielle, à un système religieux fermé ou à un procédé volontairement opaque. Dans tous les cas, on n'est pas face à un texte facile à casser avec une méthode élémentaire. Il existe malgré tout un indice matériel important. Le papier porte un filigrane italien datant des années 1530. Cela ne prouve pas à lui seul que le texte a été rédigé exactement à cette époque, mais cela place au moins la fabrication du support dans le XVIe siècle. Ce détail compte énormément parce qu'il fixe une borne minimale crédible. Le codex n'est donc pas un objet imaginaire tombé hors du temps. C'est un livre fabriqué sur un matériau bien réel, inscrit dans un contexte européen précis. Cela empêche de le traiter comme une pure invention moderne sans base matérielle. Très vite, une première grande hypothèse s'impose, celle du faux. Le raisonnement paraît logique. Le manuscrit surgit tardivement dans les collections savantes, sans histoire bien documentée. Son écriture est incompréhensible, son contenu semble impossible à rattacher à une tradition connue, et surtout, son apparition publique coïncide à peu près avec une période où circulent encore des faux documents historiques destinés à tromper les collectionneurs. Un nom revient alors souvent, Samuel Nem, faussaire hongrois actif au XIXe siècle, connu pour avoir produit de faux documents et pour les avoir mêlés à de vraies antiquités afin de renforcer leur crédibilité. Pour beaucoup, le Rohunk Codex pourrait être une fabrication du même genre. Mais cette hypothèse ne règle pas tout. D'abord, aucune preuve directe ne relie Samuel Nem au Codex. Ensuite, un ancien catalogue de 1743 pourrait déjà mentionner ce volume parmi des livres de dévotion ou de comptabilité. Si cette identification est correcte, alors le manuscrit existait déjà plusieurs décennies avant la naissance du faussaire présumé. Enfin, même les chercheurs les plus sceptiques admettent que le système visible dans le codex est vaste et remarquablement régulier. Or, fabriquer des centaines de pages avec près de 800 signes organisés selon des répétitions cohérentes, des séquences stables et une structure apparemment rigoureuse représente un travail énorme. Ce ne serait pas impossible pour un faussaire, mais ce ne serait pas non plus le genre de faux simple, rapide et opportuniste qu'on imagine d'ordinaire. C'est pour cela qu'une deuxième hypothèse résiste depuis longtemps, celle d'un texte authentique, mais écrit dans un système que l'on ne comprend pas encore. Les chercheurs qui défendent cette piste insistent sur plusieurs points. L'écriture suit des motifs répétitifs, certaines suites de signes reviennent dans des contextes comparables, des regroupements ressemblent à des mots, à des nombres ou à des unités de sens. La direction de lecture a pu être étudiée et surtout, l'ensemble ne donne pas l'impression d'un gribouillage aléatoire. Il y a des règles, il y a une discipline interne. Cela fait penser à un contenu signifiant, même si ce contenu reste fermé. Le manuscrit a donc attiré des générations de déchiffreurs et c'est là qu'une autre partie de son mystère commence. Parce que le Rohunk Codex n'a pas seulement résisté au silence, il a aussi résisté aux excès d'interprétation. Plusieurs personnes ont affirmé l'avoir traduit, mais aucune de ces traductions n'a tenu. En 1996, un chercheur hongrois propose par exemple une lecture fondée sur un lien entre le sumérien et le hongrois. Sa méthode consiste à manipuler les pages, à isoler arbitrairement certains signes et à changer les équivalences quand cela l'arrange pour faire apparaître des mots attendus. Le résultat est rejeté parce qu'il ne suit pas une méthode stable. Il donne l'impression qu'on force les symboles à confirmer une théorie déjà choisie à l'avance.
Quelques années plus tard, une autre tentative avance que le texte serait rédigé dans une forme de latin vulgaire d'origine roumaine ancienne, à lire de droite à gauche mais aussi du bas de la page vers le haut. Là encore, le résultat produit une histoire spectaculaire, cette fois centrée sur des conflits médiévaux impliquant des populations roumaines, hongroises et cavalières. Mais cette traduction s'effondre pour les mêmes raisons. Elle brise les motifs visibles du texte, ne respecte pas de manière cohérente les répétitions du système et surtout ne s'accorde pas vraiment avec les illustrations. À chaque fois, le problème revient. La traduction proposée raconte une histoire séduisante, mais elle ne colle pas réellement à la structure du codex. Ces échecs sont très importants parce qu'ils montrent une chose simple. Le manuscrit est suffisamment structuré pour résister aux lectures fantaisistes. On ne peut pas lui faire dire n'importe quoi sans casser ses régularités internes, et c'est précisément pour cela que les approches plus récentes ont changé de méthode. Au lieu de chercher une langue connue cachée derrière chaque signe, certains chercheurs hongrois considèrent aujourd'hui que le codex pourrait relever d'un système de codage plus élaboré qu'un simple chiffre alphabétique. Selon eux, le texte pourrait être un livre catholique composé autour de la fin du XVIe siècle, contenant des paraphrases d'épisodes du Nouveau Testament, rédigés dans une langue artificielle ou dans un système scriptural construit exprès pour rester fermé au lecteur ordinaire. Cette hypothèse a un avantage, elle explique mieux la combinaison entre ordre et résistance. Si le Rond Codex n'est pas un texte naturel, simplement chiffré lettre à lettre, mais un système fabriqué pour compresser, coder ou transformer le langage de manière profonde, alors il devient logique qu'aucune tentative classique n'ait marché. Il ne suffirait plus d'identifier un alphabet caché, il faudrait reconstruire une logique complète. Certains vont même plus loin et imaginent que l'écriture pourrait être liée à un milieu monastique très particulier, peut-être à une communauté ayant développé un système de communication propre, comparable dans son esprit au langage gestuel interne utilisé dans certains ordres vivants sous règle de silence. Cela reste une hypothèse, mais elle permet de comprendre pourquoi un livre pourrait être parfaitement lisible pour un siècle très réduit et totalement opaque pour tout le reste du monde. Au fond, le Rond Codex est troublant parce qu'il coche toutes les cases du vrai mystère documentaire. Ce n'est pas un texte perdu dont on ne possède qu'un fragment. Le livre est là, complet en apparence, matériellement réel, conservé dans une bibliothèque consultable par des spécialistes. Ce n'est pas non plus un document clairement faux qu'une expertise aurait déjà démonté. Son support ancien, sa structure, ses répétitions et sa cohérence graphique lui donnent une densité réelle. Et pourtant, malgré cela, personne n'a réussi à produire une lecture acceptée. On connaît le papier, on connaît l'objet, on connaît ses images, on peut décrire ses signes, mais il est encore impossible pour nous de le lire. C'est pour cela que le Rond Codex occupe une place à part. Le mystère ne vient pas d'une absence de documents, mais d'un excès de présence. Le livre existe, il est sous les yeux des chercheurs, il aligne page après page une écriture soigneusement tracée comme si quelqu'un avait voulu transmettre un contenu précis à quelqu'un capable de le comprendre. Ce contenu d'ailleurs est peut-être religieux, peut-être codé, il est peut-être le produit d'un milieu très étroit ou alors un faux extraordinairement sophistiqué. Mais tant qu'aucune méthode ne permettra de le comprendre sans trahir sa structure, le Rond Codex restera ce qu'il est depuis son entrée dans les collections savantes, un livre réel, ancien, organisé et pourtant toujours incompréhensible. Mesdames et messieurs, on en a fini pour toutes ces histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. Personnellement, j'ai adoré vous les présenter, j'ai été fasciné par toutes ces histoires, notamment une en particulier, si je vous avoue mon petit péché mignon, celle que j'ai préférée, dans un sens en tout cas, de par son attrait incongru, ça va être l'histoire des procès d'animaux. Je savais pas du tout que ça se faisait et quand je l'ai vu, ça m'a assez surpris. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Retrouvez-moi aussi sur Instagram AkenTV que je vous affiche juste ici. Un grand merci à vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!